suis Philippe Garric. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté quelques exemples de jeux psychologiques. Dans cette vidéo, je souhaite vous présenter les critères d'un jeu psychologique qui vont nous permettre de mieux les reconnaître. Première chose à savoir sur les jeux psychologiques, c'est qu'ils sont le fruit de nos croyances. Dans une vidéo ultérieure, je vous parlerai plus précisément des croyances. Pour faire simple, l'idée c'est que si je crois quelque chose, j'ai plus de chances que ça se réalise dans ma vie. Par exemple, j'ai accompagné une personne qui croyait que tous les hommes sont infidèles. D'ailleurs, elle me le démontrait, puisque les compagnons qu'elle a eus lui ont été infidèles et que par la suite, elle a eu l'occasion d'être la maîtresse d'hommes dont elle a découvert après qu'ils étaient mariés. Donc, ce qu'elle vivait semblait démontrer ce qu'elle croyait. En fait, l'idée des jeux psychologiques, c'est que ce que je crois se vérifie, parce qu'inconsciemment, je vais chercher des situations qui vont me permettre de vérifier ce en quoi je crois. D'où l'intérêt d'avoir des croyances qui sont plutôt aidantes que des croyances qui sont limitantes. Les jeux psychologiques sont inconscients. Quand nous sommes pris dedans, nous n'avons pas conscience de ce que nous faisons pour attirer ce genre de situation, déclencher ce genre de situation ou entretenir ce genre de situation. Nous n'avons pas conscience non plus de pour quelles raisons nous créons ce genre de situation. Nous avons tendance à penser que c'est la faute à pas de chance, c'est le fruit du hasard, c'est comme ça, que nous n'y sommes pour rien. Éventuellement, nous allons considérer que ce sont les autres qui y sont pour quelque chose. Ce qui veut dire que pour sortir des jeux psychologiques, la première chose à faire, ça va être d'en prendre conscience. La bonne nouvelle, c'est que le deuxième critère des jeux psychologiques, qui d'ailleurs doit être le troisième dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'un jeu psychologique est répétitif. Si vous arrive une chose une fois, vous pouvez vous dire qu'effectivement c'est la faute à pas de chance. Maintenant, si certains types d'événements se répètent, certains types de conflits, certains types de relations, certaines situations, vous pouvez commencer à vous demander qu'est-ce que, à votre niveau, vous faites pour attirer ce genre de situation, déclencher ce genre de situation ou entretenir ce genre de situation. L'idée, c'est que la situation va se répéter jusqu'à ce que je comprenne ce que je dois comprendre, ce que je dois transformer ou peut-être lâcher pour que la situation ne se reproduise plus. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne comprenez pas ça à la première situation, ce n'est pas grave. La situation va se répéter une deuxième fois. En même temps, pas de pression. Si vous ne voyez pas ce qu'il y a à comprendre à la deuxième situation, je tourne la tête parce qu'il y a un chat qui passe dans le jardin. Pas de souci, elle va se présenter une 5e fois, une 10e fois, une 200e fois. Vous êtes inscrit, sans le savoir, à la meilleure formation du monde qui s'appelle la vie. La vie, le pédagogue le plus patient que je connaisse, en tout cas bien plus patient que ce que je pourrais être moi. Et la vie va nous proposer le même genre de situation jusqu'à ce que nous prenions la leçon. Et comme c'est un super pédagogue, elle va même faire en sorte que de situation en situation, le nombre de piments augmente. C'est-à-dire que plus nous mettons du temps à comprendre, plus ça pique quand ça nous arrive, plus c'est désagréable. Un autre critère des jeux psychologiques, c'est que les jeux psychologiques débouchent sur des bénéfices négatifs. Alors, bénéfice négatif est une formule un peu bizarre, c'est deux mots que nous n'avons pas l'habitude d'associer ensemble. Bénéfice pourquoi ? Parce que les jeux psychologiques m'apportent quelque chose. Ils m'apportent de pouvoir exister. Quand j'ai un conflit, on s'intéresse à moi. Quand votre enfant se remet à faire pipi au lit au milieu de la nuit, vous vous intéressez à lui. Quand votre conjoint arrive en retard et que vous lui faites des reproches, vous vous intéressez à lui. Donc ça me permet d'attirer l'attention, d'exister. Un autre bénéfice de ces jeux psychologiques, c'est qu'ils permettent de détourner mon attention de quelque chose que je ne veux pas voir. Par exemple, si j'ai un conflit au travail, que je me prends un bon shoot de colère, peut-être que ça me permet de ne pas voir que ma vie de couple ne me convient pas et que je ne suis pas prêt à faire ce qu'il faut pour changer. Ou peut-être que mon boulot ne me convient plus et que je ne suis pas prêt à faire ce qu'il faut pour changer. Donc ça masque un aspect de ma vie que je ne veux pas voir. Un autre bénéfice des jeux psychologiques, c'est que les jeux psychologiques vont détourner mon attention de ce qui me fait peur. La peur d'être abandonné, d'être rejeté, et aussi la peur de la mort. Donc c'est ça le bénéfice que je tire à vivre ce genre de situation.
Négatif pourquoi? Parce que la manière dont je vais obtenir ça, ou ce que je vais finalement obtenir, est négatif. Dans les jeux psychologiques, on définit 3 niveaux de résultats. Le premier niveau de jeu psychologique, c'est celui auquel nous jouons un peu tous les jours et qui ne crée pas vraiment de dommages. Voilà, même... Bon, la batterie m'a fait défaut, donc j'ai dû aller brancher la caméra pour pouvoir poursuivre. Donc je disais que les jeux psychologiques définissent 3 niveaux, on va dire, de dommages. Un premier niveau de jeu psychologique, c'est celui auquel nous jouons tous les jours, sans même nous en rendre compte, qui peuvent passer dans une plaisanterie, voilà, qui ne vont pas vraiment nous affecter. Le deuxième niveau de jeu psychologique, lui va commencer à nous créer des dommages physiques et physiologiques. J'ai commencé à faire de l'insomnie, de l'hypersomnie, je vais être plus irritable, je vais commencer à être démotivé, je vais avoir une boule au ventre, je vais commencer à aboyer, si vous entendez le chien qui aboie, voilà, après les gens qui m'entourent. Et dans ce niveau de jeu psychologique, je vais commencer aussi à en parler à l'extérieur. Je vais aller parler de problèmes que j'ai avec tel collègue, avec un autre. Par exemple, le problème que j'ai avec mon conjoint, avec un ami. Je vais avoir besoin de commencer à en parler à l'extérieur de la relation. Le troisième niveau de jeu psychologique se définit par le fait qu'il va se terminer soit à l'hôpital, soit au tribunal, soit à la morgue. C'est le passage à l'acte. Par exemple, imaginons un collaborateur qui aurait comme croyance que les managers, les patrons sont là pour exploiter les salariés. Vous pouvez imaginer facilement que quand il va être au contact de son manager ou de son patron, il sera peut-être un peu plus énervé. Ses propos sont peut-être un peu plus secs que ce qu'il fait habituellement. Et peut-être que son manager ou son patron, dans un premier temps, va chercher à comprendre et au bout d'un temps plus ou moins long, excédé, va peut-être finir par le licencier. Et le salarié va mettre son entreprise au prud'homme. Donc on se retrouve bien au tribunal. Mais il pourrait très bien aussi passer à l'acte en le frappant. Ça arrive. Et dans cette situation, le collaborateur va pouvoir dire aux autres, vous avez vu, je vous l'avais bien dit, hein, les managers et les patrons sont tous là pour nous manipuler. Il est en train de vérifier ce qu'il croit. Simplement, le résultat qu'il obtient n'est ni bon pour lui, ni bon pour l'autre. Ce sont les bénéfices. Les jeux psychologiques naissent de la rencontre d'un appât et d'un point faible. Un appât, c'est quelque chose que nous allons faire pour attirer l'attention. Dans les exemples de la première vidéo, l'appât, ça peut être par exemple le collègue qui est devant son ordinateur et qui râle, voilà, assez fort pour qu'on l'entende. L'appât, ça peut être aussi quelque chose de non-verbal. Dans l'exemple que je donnais dans la première vidéo, dans l'exemple de monsieur et madame à la maison, l'appât, ça peut être votre conjoint qui est dans le fauteuil et qui croise les bras, qui fait la tête, qui ronchonne. Oui, ça peut être non-verbal. Un appât, ça peut être un objet qu'on déplace. Imaginez deux secrétaires qui partageraient le même poste et une qui déciderait que le téléphone doit être à droite et l'autre qui décide que le téléphone est à gauche. À la maison, ça peut être la place du tube de dentifrice et de la brosse à dents. Ça peut suffire pour être un appât. Un appât, c'est fait pour attirer l'attention. Donc, l'idée, c'est d'arrêter de lancer des appâts pour dire les choses clairement, dire clairement ce que je veux. Arrêter de faire comprendre à l'autre, parce que quand je veux faire comprendre, le risque, c'est qu'il comprenne autre chose. Par exemple, quand vous dites « mon verre est vide », vous ne demandez rien, vous indiquez juste que votre verre est vide. Et peut-être que la personne, elle va interpréter que vous voulez de l'eau, et puis elle va vous servir un verre d'eau. Et puis à ce moment-là, vous allez vous énerver en disant « mais tu sais bien qu'à ce moment-là du repas, c'est pas de l'eau que je bois, c'est du vin ». Oui, mais c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez fait comprendre. Et quand je fais comprendre, le risque, c'est que l'autre comprenne autre chose que ce que je veux. Donc nous allons arrêter de lancer des appâts. Maintenant, il arrive que ce soit l'autre qui nous lance des appâts. Et dans ce cas-là, certains d'entre nous, nous allons mordre aux appâts. Pourquoi ? Parce que nous avons un point faible. Un point faible, c'est quelque chose en nous qui fait que quand quelqu'un nous lance certains types d'appâts, c'est comme impossible pour nous de ne pas réagir.
Par exemple, certains d'entre nous, dès que nous voyons quelqu'un en difficulté, ou simplement que nous imaginons qu'il est en difficulté, parfois il ne l'est pas, nous nous faisons un devoir d'aller lui rendre service, même quand il ne nous demande rien. Ce qui fait que parfois nous prenons mal quand l'autre n'accueille pas notre élan. Un autre point faible possible, c'est par exemple, pour certains d'entre nous, nous ne supportons pas quand l'autre ne respecte pas la règle, la norme, la morale, l'éthique. Et nous allons nous faire dans ces cas-là un devoir de lui dire quelle est la norme ou la morale ou l'éthique, voire même de le remettre dans le droit chemin. C'est notre rôle à ce moment-là. Et là aussi, parfois, nous n'allons pas comprendre pourquoi l'autre ne prend pas bien ce que nous lui disons, puisque nous pensons que nous rendons service, puisque nous faisons appliquer la norme, en oubliant que c'est notre norme, que ce n'est pas forcément celle de l'autre, et que ce n'est pas forcément ma vocation que d'imposer à tout le monde ce que je crois être la norme. Ce n'est pas forcément mon travail. Au niveau du point faible, parfois prendre conscience que j'ai ce point faible-là peut suffire à ce que je joue moins de jeux psychologiques. Dans certains cas, ça va me demander éventuellement d'aller travailler mon histoire pour comprendre pourquoi je réagis à ce genre de situation. Et c'est là qu'un accompagnement peut être très utile. Ce qui me vient là, et que j'ai oublié de dire à la première vidéo, c'est que le but de ces vidéos est aussi de connaître et d'utiliser les jeux psychologiques, n'est en aucun cas d'éradiquer les jeux psychologiques. Je pense qu'Eric Berne, jusqu'à la fin de sa vie, a continué à avoir des jeux psychologiques, à les vivre. L'idée des jeux psychologiques et de ces vidéos, c'est de réduire la fréquence de ces jeux psychologiques, l'impact de ces jeux psychologiques et la durée de ces jeux psychologiques. Se rendre la vie plus belle, c'est réduire, entre autres, ça. Ça serait illusoire pour moi d'imaginer que nous puissions vivre à aucun moment, parce que ça nous demanderait d'être conscients en permanence. Et jusqu'à présent, je n'ai croisé personne qui soit conscient de tout ce qui se joue à chaque seconde de sa vie. Et je serais ravi de le rencontrer, s'il existe, et qu'il m'explique comment il fait. Dernier critère des jeux psychologiques, les jeux psychologiques vont se terminer par un moment de surprise et de confusion. C'est le moment où nous sommes surpris d'en arriver à un conflit, par exemple, alors que notre intention au départ était d'aider, ou de rappeler une norme dont nous imaginions que l'autre l'avait peut-être oubliée. C'est le moment où, dans les exemples que je donnais sur la première vidéo, où il y en a un qui tourne les talons et qui se dit que l'autre ne comprend rien, que c'est un idiot. C'est vraiment ce moment de désagrément qui va conclure le jeu psychologique. Donc voilà les différents critères d'un jeu psychologique. Ils sont le fruit de nos croyances, ils sont inconscients, ils sont répétitifs, ils débouchent sur des bénéfices négatifs, ils naissent de la rencontre d'un appât et d'un point faible, et ils se terminent par un moment de surprise et de confusion. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'à partir de ces critères, vous observiez davantage encore les différentes situations que vous vivez, vous, et puis parfois c'est plus facile de regarder les différentes situations que les autres vivent pour repérer ces différents critères-là. Cela va vous permettre de mieux intégrer cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les rôles que chacun d'entre nous tenons dans ces jeux psychologiques. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle vie. Au revoir.